Et si nous vivions une crise de l'amour? Et si notre impuissance à inverser le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et les bouleversements systémiques à l'œuvre était le fait de notre incapacité à nous relier, à nous aimer, et ce, dans tous les sens du terme? Vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène, et c'est cette hypothèse que nous allons discuter pour ce nouveau mercredi de l'Anthropocène. Je suis François de Gasperi et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Valérie Disdier pour l'animation ce soir. Bonsoir Valérie. Bonsoir François. Et pour cette nouvelle heure de discussion, nous avons le plaisir d'accueillir deux interlocutrices, à distance certes, mais le lien est bien là. Nous recevons Laurine Omnes et Aurore Malek-Arras. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Laurine Omnes, vous êtes doctorante en philosophie sociale et féministe. Votre travail de thèse s'intéresse aux questions de solidarité et de subsistance à partir de l'écoféminisme. Vous êtes rattaché à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en co-tutelle avec l'Université de Montréal, et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Aurore Mallet, de votre côté, vous êtes docteur en neurosciences, vous avez une formation en biologie fondamentale et vous êtes aussi sexologue. Vous adoptez d'ailleurs une position assez particulière au sein du champ de la sexologie qui est souvent dominée par une entrée médicale qui serait centrée sur le bien-être. On aura l'occasion d'y revenir. Vous proposez ainsi des thérapies de couple et individuelles et vous êtes également présidente d'une association de protection de l'environnement. Autant de raisons de vous inviter ce soir. Nous sommes le 14 février, je le disais, c'est la date de cette fameuse Saint-Valentin. Et nous souhaitions partir d'un premier angle pour entrer dans le sujet, celui de l'amour érotique qui renvoie au dieu grec Eros et formuler avec vous l'hypothèse d'un Eros en crise. Aurore Mallet, quel est l'état de nos pratiques sexuelles ou plutôt de nos pratiques érotiques? Est-ce que vous pourriez nous expliquer la nuance? Alors, c'est une nuance qui est très très importante en fait en sexologie, c'est la différence entre sexualité et érotisme. Comment dire? Le terme de sexualité, il a beaucoup de dénominations. Le problème actuellement dans la société, c'est qu'on en parle beaucoup, on en parle mal et on mélange beaucoup de choses. Si on pourrait être simple, en fait, faut pas oublier que les animaux aussi ont une sexualité avec des comportements extrêmement complexes, des comportements très riches d'ailleurs, avec beaucoup de nuances en termes de choix de partenaires, en termes de cours, en termes de pratiques également. Beaucoup de pratiques homosexuelles, les animaux sont capables de se faire plaisir. Ce qui va différencier l'espèce humaine sur ce point-là, pour l'instant parce qu'on n'a pas en fait de preuves du contraire chez les autres animaux, c'est que en fait l'humain a envie de donner sens à ce qu'il fait de manière générale, que ce soit un sens spirituel, sacré, esthétique, etc. Et ça va se retrouver aussi dans son érotisme, dans les pratiques qu'il va faire au sein de son intimité. Il va y avoir des règles, des rituels qu'on ne va pas retrouver dans le monde animal. Et donc ça, c'est la distinction entre sexualité et érotisme. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a deux grandes règles, deux grands champs sur lesquels il y a des règles en anthropologie qui vont être la sexualité et l'alimentation. On mange pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment de l'année. C'est pareil sur des questions d'érotisme ou de sexualité. Il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc nos comportements érotiques vont être codifiés. Et c'est ça l'érotisme. Et à ce titre, en préparant brièvement cette émission, vous me racontiez qu'il y avait 3 livres qui vous servaient pour penser nos érotismes, justement, non pas nos sexualités, mais nos érotismes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quels sont ces livres? En fait, c'est plus un petit peu une blague, c'est qu'en fait, souvent, à la suite de conférences ou d'échanges avec des personnes, on me demande c'est quoi le livre que je devrais lire pour comprendre la sexualité humaine, ce qui est évidemment impossible de résumer tout en un seul livre. Et en fait, je cadre la question en disant j'ai besoin, moi, de 3 livres pour comprendre de quoi on parle. C'est la Bible, c'est Darwin, et les livres de Darwin, et c'est le Code pénal. Alors, du coup, ça donne un cadre assez large. Parce que, en fait, l'idée est vraiment de comprendre le champ, le cadre dans lequel on est. On a un cadre de contingences biologiques avec lesquelles on ne peut pas vraiment négocier. On est des primates. On n'est pas des perruches. On n'est pas, des espèces ultra monogames, même si maintenant c'est beaucoup remis en cause. Enfin bon, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui existent en biologie. La question de sexe
purement biologiques existent aussi. Pardon. Du coup, on peut pas faire fi de l'évolution, on peut pas faire fi de millions d'années d'évolution. La Bible, enfin les trois religions du livre sont très représentées actuellement dans notre société, et moi forcément en cabinet, même si j'ai des personnes qui viennent parfois d'autres confessions. Mais en fait, ces représentations-là, elles font partie essentielle de notre culture. On peut pas oublier qu'on est justement un être humain qui va chercher à faire du sens, qui a des références culturelles, et il faut une contrebalance pour comprendre justement et mettre les choses à leur place, la biologie, mais on a aussi la culture. Et les religieux, enfin les livres les grands livres religieux nous permettent de poser ce cadre. Et évidemment, il y a le cadre de la loi qui décide ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Avant, l'homosexualité, c'était interdit. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, on a besoin de comprendre un peu où on en est avec ces frontières-là, en fait. J'ai une question complémentaire. Vous avez parlé de sexualité, ce qui différencie sexualité et érotisme dans différentes espèces, bien sûr. On n'a pas parlé de cette question reproductive qui est souvent rattachée à la question de la sexualité. Et peut-être, pour à nouveau aller vers l'érotisme, de ce séisme qui a été notamment le contrôle des corps, ou plutôt la reprise en main du contrôle de leur propre corps par les femmes à partir des années 68-75, c'est-à-dire ce très grand moment, s'agissant de la France, de la légalisation de la pilule, et ensuite, s'agissant de 75, de l'IVG, de la loi Veil, quoi. Et donc, et que peut-être, à ce moment-là, la question de l'érotisme, en tout cas pour les femmes en particulier, a pu vraiment être saisie et a pu se transformer. Oui. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder l'histoire, même avant le XXe siècle, comment dire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu, c'est loin en fait de la révolution dite sexuelle des années 60. En fait, c'est une abrogation de lois qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. C'est très rigolo d'entendre un siècle après, reparler de réarmement démographique. Mais en fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une grande baisse de la démographie française parce que, en fait, les hommes étaient à la guerre, et donc du coup, il y a eu ça a mis la France à plat en termes démographiques. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premières lois anti-contraception et avortement qui se sont durcies sous Pétain. Mais en fait, dans l'histoire de l'homme, enfin l'histoire de l'humain, il y avait déjà de la contraception, il y avait déjà de l'avortement, et en fait, il y a eu des lois qui ont fait des va-et-vient entre, plus ou moins de tolérance et de flexibilité. Ce qui s'est passé, c'est que avec les années 60, on a abrogé ces lois et on a justement amener quelque chose de nouveau, justement, qui était pour moi, une vraie rupture, parce qu'on a eu des outils qui fonctionnaient à 100% ou quasi cette fois-ci, contraceptifs. Et ça, c'est une vraie rupture qu'on a avec les autres espèces, à part quelques espèces de chauves-souris qui arrivent à maîtriser leur reproduction. En fait, on est totalement maintenant différencié des animaux sur ce point-là. Et ça, c'est très intéressant, parce que, en fait, ça nous donne plus de temps, on a plus de contrôle, évidemment, sur nos corps, mais aussi on va avoir du contrôle sur ce qu'on peut faire, de notre argent, de nos ressources, qu'elles soient économiques, temporelles, d'énergie aussi. Et ça, c'est une espèce d'impensé, en fait. Il y a peu de personnes qui s'intéressent vraiment à ça, parce que ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire, justement. Cette question de la reconquête un peu totale, en fait, en réalité, et d'associer effectivement des prolongements, en particulier économiques ou même de temps, en fait, associés à la question d'avoir pas ou peu d'enfants. Bien sûr, c'est maintenant devenu un choix. Il y a des personnes qui revendiquent de ne pas avoir d'enfants, alors qu'avant, c'était quasiment pas possible. On peut aussi s'arrêter à un enfant ou 2 enfants, là où en fait avant les femmes pouvaient enfanter 10 enfants. Donc la question, elle peut être aussi se poser justement, en fait, en termes sociétal, il n'y a pas eu de projet après.
On ne s'est pas posé, super, maintenant on a vachement de temps, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Est-ce qu'on veut consommer? Est-ce qu'on veut tweeter, regarder Instagram toute la journée? Ou est-ce qu'on veut faire autre chose de ce temps-là? Et ça, c'est quelque chose à côté duquel on est un petit peu passé, en fait. Et ce qui a été mis en avant, c'était simplement une question de plaisir érotique, justement, mais un peu en opposition par rapport à l'Église, en fait. Ça a été un peu en termes un petit peu réactionnaires. Et à ce titre, Laurine Omnes, peut-être une réaction sur la manière dont se serait saisi les féminismes ou l'écoféminisme en particulier de cette reconquête des corps et de ce temps libéré qu'offrait la contraception. Oui, justement, sur la question de la reproduction, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport aux théories écoféministes, parce qu'en fait, les écoféminismes partent de la question de la reproduction, soit la reproduction par le travail domestique, soit par la famille, soit par le travail des femmes dans les économies de subsistance. Et en fait, les années 60, 70, 80, entre les années 60 et 80, il y a vraiment eu dans les mouvements féministes ce germe un peu écoféministe qui s'est répandu avec des spécificités sur le contrôle que les femmes peuvent avoir sur leur corps, notamment avec l'essai de Federici, de Silvia Federici sur la chasse aux sorcières, Caliban et la sorcière, qui montre à quel point les femmes, à une certaine période, ont perdu le contrôle complet sur leur corps, alors qu'elles avaient ce contrôle-là avant, dans une certaine mesure, avec l'émergence du pouvoir médical. Et du coup, on retrouve vraiment cette idée de la reproduction, elle est centrale. Après, je sais pas ce que j'aurais à dire sur la question du temps, parce que je sais pas si ça peut se quantifier en termes de temps, parce que finalement, les femmes aujourd'hui passent quand même énormément de temps aux tâches domestiques, au travail domestique, qui ne sont pas directement du travail de gestation d'un enfant, mais qui sont du travail d'attention au quotidien, en plus d'un travail salarié pour la plupart. Toutes les tâches de care et d'une autre forme d'amour qui serait plus celui du storge grec, de soucis et d'attention et de soins pour la reproduction, mine de rien, des forces de travail dont vous parliez. Oui, c'est ça. Oui, puis on pourrait même élargir un tout petit peu. Par exemple, on sait aujourd'hui, c'est très documenté, qu'à la période néolithique, en tout cas les néolithiciens le disent, hein, au moment de la sédentarisation et l'invention de l'agriculture et donc de la sédentarisation des hommes et des femmes, les femmes qui faisaient jusque-là, en gros, un enfant tous les 4 ans, donc c'est bien avant la pilule ou l'IVG, évidemment, faisaient un enfant tous les 4 ans parce qu'elles étaient nomades, chasseuses-cueilleuses, comme leurs compagnons, je ne sais pas si c'est le terme, et qu'à partir du moment où elles ont été sédentarisées, on a eu une première explosion démographique qui est liée à l'attachement au territoire. Et donc, on est passé à, en moyenne, on va dire, un enfant par an, hein, sachant qu'il y avait une mortalité quand même importante. Et donc, un contrôle des corps qui est rattaché à la question de territorialisation, mais qui n'est pas un contrôle au sens, puisqu'on est au tout début de la naissance du pouvoir, de la hiérarchisation, etc., mais qui est lié vraiment à nos modes de vie. Hein. Et donc, dans ce rapport culture, nature, hein, on voit que là, il y a un premier pas de temps qui modifie complètement le rapport corps-nature, l'impact particulier sur les femmes, parce qu'elles sont dédiées à un certain nombre de tâches beaucoup plus sédentaires. Est-ce que c'est des choses dont qui ont été reprises par les écoféministes pour être ensuite évidemment transformées et passer par d'autres voies de changement? Dans les écoféminismes, chez les écoféministes, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement unifié qui reprendrait cette question exactement comme vous l'avez posée. Mais en fait, il y a certains mouvements qui vont plus s'attarder sur les oppressions communes
entre la question de la nature et la question de la femme. Il y a et des femmes plutôt, et puis il y a des mouvements qui vont plutôt s'attarder sur l'éthique environnementale et qui vont essayer d'élaborer des théories. Et puis il y a aussi le côté vraiment lutte écoféministe. Mais il y a quand même un groupe d'écoféministes qu'on pourrait extraire, qui sont plutôt ce que la sociologue Geneviève Pruvot appelle les écoféministes de la subsistance, qui sont plutôt d'inspiration marxiste en fait, avec Françoise Daubonne, Maria Miss, qui ont travaillé pour certaines sur par exemple la reconnaissance d'un salaire au travail ménager, que dans les et Geneviève Pruvot fait partie de ces féministes de la subsistance qui elles vont par contre s'attacher à étudier le quotidien, c'est-à-dire le quotidien politique, c'est-à-dire tout ce qu'on fait est politique. On ne peut pas le détacher et c'est rattaché à une chaîne de production et de consommation. Et donc nos modes de vie en fait sont complètement déliés de la terre. Il y a une impossibilité de saisir le monde vivant, etc. Mais on a vraiment, il y a vraiment quand même cette tâche qui persiste de l'amour. Elle parle d'amour ordinaire à contrario d'un amour passionnel, mais de l'amour ordinaire qui, pour l'instant, est quelque chose qui, quand même, revient aux femmes, en fait, majoritairement, et que c'est ce principe d'attention partagée qu'est l'amour ordinaire qu'il faudrait partager un peu plus au sein des maisonnées qu'elle décrit. Et Aurore Malek-Arras, si on retourne vers les maisonnées du néolithique, quel lien y aurait-il à faire entre reproduction et sédentarisation? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus? En fait, ce qui semble s'être passé, c'est justement aussi c'est à ce moment-là que les hommes masculins ont vraiment semblent avoir fait le lien entre l'acte coïtal et l'enfantement. Alors qu'avant, il semblait que c'était un petit peu moins clair et ça semblait encore un peu magique. Les femmes, ils faisaient des choses, c'était super ensemble, très bien, ok, ça marche. Et après, il y avait un enfant qui arrivait. Pardon, excusez-moi. 9 mois après, il y avait un enfant qui arrivait. Et forcément, le lien entre le Covid et ce qui se passait 9 mois après n'était pas forcément là. Il semblerait que la sédentarisation, étant donné que ça a, ancré les personnes à une place précise et qu'en fait, on a commencé à être un petit peu plus regardant sur où pouvaient aller les gens, on pouvait plus faire le lien. Et donc, du coup, là où en fait la femme avant était magique, était aussi divinisée, ça a un petit peu changé à ce moment-là aussi. Et cette transition semble s'être amorcée aussi à ce moment-là. Et du coup, la femme a certainement, entre guillemets, perdu un statut social, passé de déesse à en fait perdu son pouvoir, là où en fait l'homme a compris que c'était sa semence qui était en fait responsable de l'enfantement et que la chose magique, en fait, c'était peut-être sa place à lui. Donc pour l'instant, ce sont des théories, hein, mais c'est une théorie qui pourrait être intéressante et qui fait écho aussi qui est justement qui est très documentée justement par Françoise Héritier, effectivement, hein, ce que vous dites, hein, qui est une chose absolument fondamentale, c'est à ce moment où les mâles, on va dire, ont compris que cet enfant qui venait de naître pouvait être le leur ou pas. Et que donc à partir de là, la question du contrôle du corps des femmes, hein, évidemment, devenait absolument fondamentale. Exactement. Et c'est là où on revient sur il y a besoin de lois et il y a des règles, etc. Mais tout à fait. Et c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup écho à justement un parallèle entre, en fait, l'homme devient force de travail de la terre, etc. C'est lui qui possède la terre. On commence à avoir l'instauration des
de la patrilinéarité, de la patriarcalité. Et donc, du coup, on peut faire un rapprochement entre la possession, le travail de la terre et des animaux, puisqu'on pouvait aussi, pas que travailler la terre, aussi élever du bétail, et avec le contrôle des corps des femmes également. Oui, parce que c'est en effet aussi la période la grande période de la domestication des animaux et donc de l'appropriation de leur force de travail. Et en effet, tout est lié. C'est pour ça que je voulais faire ce lien entre cette question de la nature, mais au sens d'une nature qui s'entropise déjà, et que la femme fait entièrement partie de cette nature et est anthropisée aussi à son tour par cette révolution néolithique, et donc comment les mouvements, en particulier féministes et écoféministes, se sont ressaisis de cette question-là, en mettant en parallèle ces questions de nature et du corps des femmes. Peut-être, Laurine, vous avez quelque chose là-dessus, ou une réflexion à porter sur ce terrain du rapport entre le champ et le ventre des femmes, d'une certaine manière. Sur la question du rapport nature et femme, je pense qu'il faut quand même rester très vigilant sur la manière dont on fait ce rapprochement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les écoféministes ont été beaucoup délaissés par l'actualité féministe en général, et dont on a perdu d'ailleurs les traces. Françoise Daubonne est une grande oubliée, une grande oubliée de ces réflexions. Mais sur le rapport à la nature, il y a beaucoup de choses à dire sur l'assimilation, en fait. C'est comme s'il y avait eu une assimilation culturelle, historique, de la femme à la nature, et donc on l'aurait délaissé, on aurait laissé la nature aux femmes, en fait, parce que la nature serait ensuite devenue quelque chose de passif, et on aurait gardé la culture pour les hommes, et donc la politique, etc. Caroline Merchant revient beaucoup sur cette assimilation, et elle parle de la révolution scientifique, de notre manière de voir le monde, qui permet aussi pour les hommes d'asseoir encore plus leur position de domination sur les femmes. Mais on remarque encore un peu avant que c'est des dynamiques qui étaient déjà présentes, même chez les Grecs, en fait, déjà, où la femme assimilée à la nature est exclue de la société citoyenne, enfin de la citoyenneté de manière générale. Aurore Mallet, Caras, on vous entendait hocher du chef à distance. Oui, parce que en fait, ça c'est très très important, et même en sciences, en fait, Darwin, aussi génial qu'il était quand même relativement féministe. Et là, ce qu'on a vu justement, c'est grâce aux révolutions féministes et au fait qu'il y a eu beaucoup plus de femmes dans les sciences au XXe siècle, qu'on a pu revenir aussi sur une vision de la nature passive ou de la femme passive, même chez les animaux, même dans ce qu'on appelait la sélection sexuelle. On se rend compte maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont fait des travaux, qui ont amené d'autres regards et qui ont pu, changer un petit peu cette attitude passive que pouvaient avoir les femelles dans la littérature faite par les hommes. Et ça, c'est très très important. J'ai plein pardon, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. J'ai encore plein d'exemples qui me viennent en tête, donc j'arrive même pas à en choisir un. Il y en a un qui me vient en tête, c'est l'exemple des oiseaux de paradis qui ont une très très long plumage. Et en fait, les hommes, ils peuvent être parasités, et donc du coup, quand ils sont parasités, leur plumage est un peu sali, et par leur déjection. Et en fait, les hommes
anglais du début du XXe siècle avait commencé à faire des très belles théories en disant non mais en fait ils vont prendre ceux qui sont plus résistants, donc ils vont prendre le mâle le plus fort qui est résistant, qui a un meilleur système immunitaire. Et il y a des femmes qui ont réussi à prouver, qui ont regardé ça, qui ont dit mais c'est peut-être un petit peu trop compliqué comme système de sélection. En fait c'est juste que les femmes n'ont simplement pas envie d'être parasitées par les mâles qui sont parasités. Et en fait simplement de revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. En fait, ça a été très très loin en fait cette vision très très passive de la femme. Vraiment, ça a été très très loin et là, on est vraiment en train d'en revenir et heureusement d'ailleurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites en science parce que malheureusement, la science est aussi, susceptible à des biais culturels. Oui, et puis pardon. Allez-y. Non, on a aussi beaucoup l'habitude, on a eu beaucoup l'habitude de comparer les comportements humains aux comportements animaux et parfois aussi on projette et on biologise certains comportements qui au final sont plus construits culturellement et historiquement et ça assoit aussi une forme de domination. Donc il y a toutes ces... je pense qu'il faut aussi faire attention à la transposition des exemples chez les animaux puis chez les femmes, puisqu'il y a plein de contre-exemples différents. Et ça a souvent aussi été utilisé à des fins de domination, finalement, et d'oppression. Au-delà de ces questions de représentation, si on s'intéresse maintenant davantage aux pratiques en tant que telles, aux pratiques érotiques, un récent rapport sorti par l'IFOP a parlé de récession sexuelle chez les Françaises et les Françaises et témoigner du coup d'un déclin quantitatif des rapports sexuels en France. Et j'aimerais potentiellement avoir votre regard, Aurore Mallet, sur le lien qu'il pourrait y avoir avec justement cette avancée dans le champ des représentations et cette percée des idées féministes, notamment à travers cette question du devoir conjugal. Est-ce que c'est quelque chose qui expliquerait les pratiques sexuelles moins nombreuses qu'auparavant? Oui, tout à fait. En fait, cette étude, elle fait écho à des résultats qu'on commençait à voir depuis 2018. On a eu une très très grande enquête faite par une journaliste du The Atlantic aux États-Unis qui a montré que en Occident, il y avait les jeunes, jeunes entre 18 et 35 ans, avaient moins de rapports sexuels que leurs aînés. Et il y a eu d'autres études par des applications de rencontres qui font des études à peu près tous les ans. Et là, cette étude avec l'IFOP qui constate qu'il y a beaucoup moins de rapports sexuels. Et en effet, à chaque fois, un des arguments qui avait été amené, c'était que les femmes disaient non et les hommes écoutaient. Donc c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup en cabinet également, où les femmes, on est vraiment dans une révolution post-MeToo, où depuis, mais bon, qui a quand même été émergée, hein, je veux dire, elle est pas apparue de nulle part, elle a été travaillée cette révolution, donc on a vraiment eu la montée en puissance du féminisme qui s'est incarné dans MeToo, et les femmes ont bien intégré qu'elles avaient le droit de dire non, que le devoir conjugal n'existait plus, et qui ont été un peu marquées par les histoires de leur mère, de leur grand-mère, moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que leur grand-mère leur disait mais il faut vraiment juste mordre l'oreiller, t'inquiète pas, ça passera rapidement. Donc du coup elles me disent ça, elles ont une éducation, un regard de la sexualité qui a été très biaisé, elles veulent autre chose, et les hommes également sont aussi en rejet pour la plupart de cette violence, de cet aspect viriliste toxique, et sont tout à fait capables d'entendre que leur partenaire, donc je parle vraiment dans un cadre hétérosexuel ici, mais sont tout à fait capables de comprendre et d'accepter le non. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. C'est une grande victoire en réalité.
Mais c'est aussi peut-être, c'est une hypothèse tout à fait libre de ma part, que peut-être des hommes, en tout cas, ont aussi le souhait d'être pleinement désirés et donc de pas simplement être actants, mais d'être face à un désir réel. Tout à fait. Tout à fait aussi. Ça s'accompagne, comment dire. Alors, des fois, les deux peuvent être ensemble ou pas nécessairement, mais tout à fait, bien sûr. Parce que, alors, faut être aussi très clair que dans le cas des violences, il y a une réelle fondamentale misogynie qui est toujours présente, où, en fait, les hommes, il y a que enfin, dans le cas vraiment, notamment du viol conjugal, il y a que leur plaisir qui les intéresse. Donc là, on est vraiment ailleurs. Oui. On est dans un cadre où les hommes sont dans un rejet de la violence, en fait, de la violence qui leur est historiquement, culturellement attribuée. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est une nouveauté que vous voyez dans votre cabinet ou dans différents types d'études et dans une génération particulière ou c'est transgénérationnel? C'est transgénérationnel. Il y a quand même, c'est quand même plus présent chez les jeunes générations. Moi, je le vois très clairement. Là, en tête comme ça, j'ai pas d'études qui se soient exactement penchées sur ça, mais j'ai pas regardé très récemment, donc c'est peut-être moi qui les ai loupés. Mais moi, ce que je vois vraiment en cabinet, c'est les jeunes, c'est très très clair. Après, ça va être aussi très différent en fonction des classes socio-économiques et culturelles. C'est aussi clair. Les personnes qui vont être très traditionnalistes, qui vont être encore ancrées dans des traditions religieuses, par exemple, ou culturelles, vont avoir un peu plus de mal avec cette pensée-là et à rejeter en bloc, en tout cas, l'association traditionnelle. L'homme, c'est viril, c'est masculin, c'est fort, c'est agressant. Et Laurine Omnes, de votre côté, comment l'écoféminisme, ce champ qui est pluriel, vous l'avez dit, et qui est traversé par deux trajectoires, une trajectoire plus universitaire et une trajectoire plus militante, comment cet univers-là se saisit, s'empare de ces questions de corporéité, de relations charnelles, de pratiques sexuelles et érotiques dont nous parlons? Sur la question des relations charnelles, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'éléments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de connexion et de libération des corps, des sexualités, des orientations sexuelles, de la prise en compte de l'autre qui est très forte. Mais sur la question en tant que telle de la relation charnelle, en tout cas dans l'histoire des luttes écoféministes, il n'y a pas tellement de choses très concrètes, mis à part des pratiques très récentes sur les mouvements écoféministes, comme je pense à Myriam Baafou, qui est aussi doctorante en philosophie féministe et qui a beaucoup travaillé, je crois même qu'elle parle d'éropolitique, de militantisme éropolitique. Et donc, c'est des nouvelles formes de rapport à la sexualité qu'on peut retrouver dans les mouvements militants. Mais voilà, c'est un peu encore en marge, en fait. Et sur cette, on est ici sur Radio Anthropocène, on parle du coup de questionnement écologique notamment. Je voulais peut-être vous entendre, Aurore Mallet, sur les liens qui y auraient potentiellement aujourd'hui dans l'actualisation de nos pratiques sexuelles à l'heure de cette urgence écologique. On a entendu le président de la République nous parlait de réarmement démographique. On sait que d'un autre côté, certaines personnes mobilisées sur ces sujets se déclarent ne pas vouloir d'enfants pour ce type de motif. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme tendance entre sexualité et environnement aujourd'hui ? Le lien, il est forcément très indirect.
on va avoir, moi, quand j'entends cette question directement, je pense à certaines personnes qui vont me dire très clairement en cabinet que ils ou elles ne veulent pas d'enfants pour des raisons écologiques, que les questions environnementales les impactent dans leur anticipation du futur. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas nier non plus, c'est les impacts sur la santé. Il y a énormément, par exemple, c'est prouvé, on le sait très bien maintenant, il y a eu des kilomètres de littérature prouvant les liens entre pesticides et cancers. Clairement, quand il y a des cancers, ça va dévaster des familles. Alors là, il y a une très très grande injustice qui est que, en fait, quand la femme va avoir un cancer, l'homme va partir. Et c'est l'inverse, si l'homme a un cancer, la femme va rester. Il y a eu un post qui a été fait très récemment par Beaulieu, je crois, sur Instagram, qui a montré ça, qui était témoin de ça dans son cabinet. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et ça, c'est des liens qui sont un petit peu indirects, que les gens vont pas nécessairement faire le lien entre impact environnemental et leur vie, de la maisonnée, justement, intime, sexuelle, etc. Mais ce lien, il existe réellement. Et ça, c'est très embêtant aussi sur des questions, parce que celles qui vont d'abord en souffrir, ça va être les femmes. Parce que du coup, c'est elles qui vont se faire quitter dans ces cas-là. Donc, c'est en fait la triple, quadruple peine, avec le fait de se retrouver dans une famille monoparentale, avec tous les problèmes économiques que ça peut engendrer derrière, s'il y a des enfants, etc. Mais là, ça engage, effectivement, là, vous abordez un enjeu encore plus vaste, qui est cette question de la santé globale, finalement, hein. Cette santé des milieux et leur impact sur la santé de l'écosystème dont nous faisons partie. Hein, et c'est triple, quadruple peine, effectivement, qui peut-être sont ancrées aussi pour des questions culturelles, ou alors aussi pour les questions qu'avait abordées mon collègue en début de conversation, ces questions du lien, c'est-à-dire de peut-être culturellement un ancrage plus fort des femmes sur la question du lien, en tout cas une culture qui aurait été transmise sur cette question-là, qui n'est pas le cas chez les hommes. Enfin, je parle de manière générale, hein, je ne rentre pas dans les cas particuliers, bien entendu. Mais c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être vraiment ce qui était annoncé en début de conversation, c'est peut-être cette récession sexuelle, c'est peut-être une question de la crise des liens. Oui, alors, sur la question justement de cette sex recession, ce qui est sorti à chaque fois dans toutes les études, c'est que les personnes vont avoir leur intimité et leur libido de manière générale va être impactée par le monde social. Par la société, par le monde extérieur, par les événements géopolitiques, par l'économie, par le fait d'avoir des travailleurs pauvres, le fait de travailler énormément, de ne pas arriver à boucler les fins de mois, devoir prendre un deuxième job pour pouvoir mettre simplement de la nourriture dans les assiettes. Donc forcément, en fait, les gens rentrent, ils sont épuisés, et ils n'ont pas nécessairement la tête à avoir un érotisme. Il faut être un peu libre pour pouvoir, avoir le luxe de faire quelque chose qui ne sert à rien. C'est ça l'érotisme. Là où la sexualité aura une finalité reproductive, l'érotisme n'aura que le plaisir. Donc forcément, quand on enchaîne plusieurs travaux, plusieurs jobs, des problèmes au travail, etc., si en plus il y a la santé qui vient par-dessus, l'érotisme, il n'a juste pas de place. L'intimité, les gens sont tellement épuisés qu'en fait, ils vont juste préférer regarder un film plutôt que se lancer dans un débat où, en plus, la satisfaction peut ne pas être au rendez-vous. Et ça, c'est ce qui sort à chaque fois dans les études. Donc, en fait, là, c'est plus un lien, peut-être pas directement avec l'écologie, même si c'est lié évidemment, mais avec l'économie. Et dans le même temps,
Enfin, on pourrait se dire qu'on vit actuellement dans une société de l'hédonisme, du besoin de jouissance absolu, et que les pratiques sexuelles qui se déploient aujourd'hui sont aussi des pratiques plus liées à la pornographie, à la masturbation, des pratiques plus individuelles. Est-ce que c'est pas aussi un élément qui expliquerait ces rapports moins nombreux? Alors oui et non, parce que en fait, c'est pas nécessairement un plaisir, c'est aussi une consommation. Donc là, l'aspect politique, il est plus capitaliste ou anticapitaliste, enfin, ça dépend comment on le voit, mais les gens vont consommer de la pornographie. Quand les gens, on parle en cabinet, il y a très très peu de bonnes études actuellement sur la question de la pornographie. La littérature scientifique et en neurosciences en tout cas, elle est extrêmement biaisée. Il y a eu une méta-revue qui est sortie l'année dernière, une méta-analyse pardon, qui est sortie l'année dernière, qui en fait disait en fait on peut pas conclure. Par contre, ce qui sort de manière fixe, c'est que les personnes, quand elles regardent la pornographie, elles culpabilisent. Moi, ce que j'ai en cabinet, c'est des gens qui me disent qu'ils regardent la pornographie, ils ne prennent pas du plaisir, ils prennent une satisfaction. C'est très, très différent. Donc, en fait, ils vont l'utiliser presque comme quelque chose pour déstresser. Donc, du coup, alors, c'est sûr que forcément, il y a une satisfaction qui est garantie avec la consommation de pornographie qui ne va pas l'être si on va aller, si on est avec un autre partenaire, si on doit matcher avec quelqu'un, aller au rendez-vous, faire 5 changements dans le métro, puis payer ou pas le dîner, et puis peut-être qu'on va pas aller après chez soi, etc. Enfin voilà, au moins avec la pornographie, on est sûr qu'on peut se donner quelque chose. Après, est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Et moi, clairement, ce que j'ai en cabinet, c'est que les gens ne sont pas du tout satisfaits de cette pauvreté, justement, érotique. Oui, pour poursuivre sur ce terrain, Laurine, parce que c'est très... Enfin, je vous écoutais et c'est plein de contradictions. En tout cas, je me dis c'est très parfois contre-intuitif. C'est-à-dire quand vous parlez en tout cas pour moi, quand vous parlez par exemple de la pornographie comme un objet éventuellement de satisfaction, hein, et donc pas nécessairement de plaisir, parce que oui. Mais je vous confirme, c'est contradictif. Voilà, vous voyez, c'est un peu. J'en suis désolée. J'en suis désolée. Non, mais je me fais. Aussi, hein, c'est le constat que je fais qui est vraiment fondamentalement. Ah non, mais j'entends tout à fait. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, dans un monde de tension, vous parliez des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, notamment les difficultés économiques. Parmi les déstressants possibles, hein, la sexualité qui est gratuite, en tout cas dans un couple consentant, etc. Je me dis que c'est quand même un déstressant absolument incroyable et en même temps potentiellement quelque chose qui peut procurer du plaisir et peut-être de la satisfaction aussi. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et donc il y a toute une série d'attitudes qui pour moi sont contre-intuitives par rapport à cette baisse. Enfin, dans les chiffres, hein, c'est ce qu'on a pu voir dans les dernières enquêtes et dans ce que François a indiqué pour l'IFOP, cette baisse d'activité sexuelle, hein, parce qu'on ne parle pas d'érotisme d'ailleurs dans cette étude, hein, on parle bien de baisse d'activité sexuelle, hein, ce qui d'ailleurs n'exclut pas la question érotique. Donc, justement, je voulais poursuivre là-dessus, en peut-être dans votre cabinet, parce qu'on a évoqué la question de la pornographie, mais il y a une palette, j'imagine, d'expériences érotiques qui ne passent pas nécessairement par la sexualité dans un couple ou par la satisfaction que peut procurer le visionnage d'un film porno. Évidemment, et heureusement. Mais en fait, comment dire,
Alors, il y a la question du stress. En fait, justement, on peut le voir comme ça, et c'est pour ça que justement, c'est important de la poser. C'est que, en fait, il faut vraiment faire la différence entre un stress qui est périodique et le corps ne va pas le réagir de la même manière, et un stress qui est continu. Un stress continu, pour nous, c'est plus de 6 mois. En clinique, c'est plus de 6 mois, c'est les critères du DSM. À partir de ce moment-là, il va y avoir des changements métaboliques, notamment avec le cortisol. Et la première chose que ça va impacter, ça va être la libido. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cortisol, c'est une hormone stéroïde. Et en fait, ça va faire baisser le taux d'hormones qui sont dans la même chaîne métabolique, qui vont être les hormones sexuelles, œstrogènes pour les femmes et testostérone, qui sont responsables de la libido. Donc, typiquement, au final, ce qu'on va avoir, c'est que quand il y a un petit événement stressant, en effet, il peut y avoir un petit boost et les personnes peuvent avoir même un regain de libido, un regain de désir, un regain d'envie. Mais ça va pas durer longtemps. Sur 1 an, 6 mois, 6 ans des fois, de problèmes au travail, ou quand il y a par contre des chocs qui sont émotionnellement trop forts, comme des licenciements, comme d'autres choses, des problèmes justement de la vie de tous les jours, enfin des choses plus fortes, un deuil par exemple. En fait, on va avoir une baisse drastique de ces hormones-là, et donc du coup, il y aura plus du tout de libido. Et sur du long terme, en fait, il y a juste les gens n'ont même pas envie d'aller regarder des films porno. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Moi, ce dont je parlais avec la pornographie, ça va vraiment être que la différence, c'est vraiment les gens regardent mal. Ils vont pas prendre du vrai plaisir. Ils vont consommer littéralement comme on consomme un verre d'eau. Et on peut pas, et heureusement d'ailleurs, faire ça avec son ou sa partenaire. C'est pas parce que je suis stressée, viens là et couche-toi là. Et donc du coup, au final, il y a un lien justement avec le refus du viol conjugal, en disant c'est bon, maintenant je ne vais pas prendre mon ou ma partenaire pour me déstresser. C'est pas possible. J'aimerais peut-être poursuivre cette formulation de consommation, de sexe comme consommation, et d'élargir peut-être le débat avec vous, Laurine, sur l'idée que finalement nous sommes en train de consommer nos liens, au-delà de nos liens charnels, de nos rapports affectifs et sexuels. C'est peut-être ce qu'on disait en introduction, c'est les liens qui nous traversent entre humains, dans nos rapports affectifs, mais aussi dans nos rapports avec les non-humains, dans notre manque d'attention à la nature qui est en train de se déliter. Dans quelle mesure, après ce diagnostic un peu attristé en cette journée, on pourrait avoir des remèdes qui nous seraient offert via le prisme de l'écoféminisme? Dans quelle mesure ce matériau théorique-là, pour vous, apporte une potentielle, une piste de réflexion à minima sur ce constat? J'ai pas mal, là, pendant que, en lien avec votre question aussi, donc sur la question des remèdes, je sais pas s'il y a vraiment des remèdes, mais en tout cas, il y a des pistes de réflexion qui sont intéressantes sur ces questions de communauté biotique, de poursuite de liens avec des non-humains, mais aussi avec des humains. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément parlé spécifiquement de l'éros comme amour, mais comme amour aussi créateur de liens. Et on parlait de la crise des liens également, mais du coup, cette crise des liens, finalement, elle me semble en tout cas un peu parfois genrée, parce que en ce moment, je suis en train de travailler spécifiquement sur les centres sociaux, et je me rends compte que la majeure partie des personnes qui sont bénévoles dans les centres sociaux et qui travaillent sur garder un lien à la fois au territoire, à la fois avec les personnes âgées, les enfants, etc., sont majoritairement des femmes qui sont très investies, quand bien même elles ont une vie salariée et de mère de famille aussi par ailleurs. Et en fait, quand je mets ça en regard avec certaines théoriciennes de l'écoféminisme ou du féminisme de la subsistance, je vois qu'il y a vraiment une importance qui peut parfois être à la croisée de l'écoféminisme, donc de cette question de domination de la nature et domination des femmes, de ce croisement, mais
avec les éthiques du care aussi, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que faire communauté avec les humains et non humains si c'est pas créer du lien et porter attention en fait à ce qui n'est pas soi. Et en fait, là-dessus, les féministes de la subsistance, notamment Geneviève Pruvot, mais qui s'appuient sur Maria Mies, qui sont des sociologues allemandes plutôt des années 80-90, ont travaillé sur le fait d'être attentif au rythme, de distribuer l'attention, et qu'en distribuant son attention et en ne concentrant pas l'attention sur une seule personne, en fait, ça permet de rentrer en lien avec le vivant. Et la solution la piste sur laquelle Geneviève Pruvot nous met principalement, c'est la piste en fait des maisonnées. Donc, ce qu'elle appelle les maisonnées, c'est pas du tout ce petit village complètement indépendant. C'est au contraire, il y a une très forte notion d'interdépendance, mais d'interdépendance entre villages, d'interdépendance entre personnes, avec les animaux qui sont présents aussi sur cette maisonnée, mais aussi d'interdépendance avec toute la communauté biotique, donc tous les êtres vivants. Et donc il y a ces principes d'attention, d'interrelation qui sont hyper importants et qui peuvent nous permettre du coup, à travers la question de l'amour et du rythme et de partager en fait toutes ces attentions pour rentrer plus en lien. Aurore Mallet, de votre côté, au sein de votre cabinet, est-ce que vous voyez également des pratiques érotiques qui s'inventent avec de nouvelles formes attentionnelles, plus respectueuses des liens entre humains en l'occurrence? Est-ce que vous observez ça? Oui, moi, une de mes spécialités, ça va justement être les sexualités alternatives. J'utilise ce mot pour éviter de dire hors norme parce que ça me hérisse le poil, mais dans ces sexualités-là, donc ça va être tout ce qui va être le BDSM, polyamour, libertinage, etc. On va avoir une volonté d'aller faire du lien de manière plus consciente, plus respectueuse. Le terme conscient, il est intéressant parce que justement, il y a une vraie volonté de que chacun puisse exprimer ses envies et ses limites. Et c'est très intéressant, notamment parce que dans tous ces mondes-là, on peut avoir aussi l'ouverture avec d'autres partenaires. Et c'est assez intéressant parce que justement ça ouvre des champs et ça ouvre une manière de faire du lien qui est très très différente et les gens le disent de cette manière-là. Je pensais pas que ça allait me faire grandir de cette manière-là et il y a beaucoup de choses qui ont été apaisées dans leur manière de faire. Ils ont remis en question beaucoup plus de choses, leur éducation, leur lien à l'autre et leur lien à eux-mêmes en fait, et ça va aller ça peut aller très très loin justement où ils peuvent comprendre que en fait sans avoir fait de thérapie du tout, ils arrivent avec des conclusions que des personnes qui ont fait 10 ans de psychanalyse amènent en fait. Donc ça c'est très très intéressant de voir et il y a aussi un enjeu politique derrière qui est très intéressant en termes de des liaisons. Parce que je pense à un ouvrage de Georges Chaumet qui s'appelle La déliaison amoureuse où en fait on fait un lien autrement en fait et on crée des comment dire, enfin on peut penser à l'anarchisme social relationnel pardon, où en fait on va faire du lien, on va nous faire une autre manière de faire des relations et du lien social et d'organiser une communauté autrement. Et c'est assez intéressant. C'est ça l'enjeu, Laurine Omnes, de faire du lien autrement, de manière plus anarchiste, qui mobilise cet écoféminisme de la subsistance? Oui, c'est faire du lien autrement. C'est comment on fait pour s'occuper de cette la citation. Je crois que c'est de cette charge immense d'embrasser le monde. Et donc du coup, oui, je pense qu'on est sur des grosses questions d'interrelation à plusieurs échelles où il n'y a pas forcément
de hiérarchie et même pas du tout de hiérarchie. Donc c'est du lien et de la collaboration qui sont au centre de cette réflexion. Eh bien écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin, parce que embrasser cette tâche immense, nous avons tenté modestement d'y participer. Un grand merci pour votre participation, Laurine Omnes, Aurore Mallet, Caras. À très bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène, on vous espère de nouveau. Et puis pour moi, c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci Valérie Disdier. Merci François de Gasperi. Je vous remercie toutes les deux d'avoir participé et d'avoir contribué à un peu décaler les choses et ouvrir nos esprits. Et voilà, bonne soirée, bonne Saint-Valentin. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.